Chapitre 99. La mort des peuples de France, suite. L'esprit catholique des peuples français, leur culture, leur histoire, leurs origines, leurs prières et leurs cantiques locaux, leurs pèlerinages, le culte de leurs saints patrons régionaux, leur langue, leurs aspirations, ne sont pas les seules caractéristiques dont la révolution satanique se soit occupée pour homogénéiser et confondre les individus en les plongeant dans ces ténèbres qui, sur toute la surface du globe, les rendent semblables les uns aux autres par leurs aspirations. Pour changer durablement l'âme de ces peuples, il ne suffisait pas de détruire leur langue maternelle, par lesquelles ils avaient appris à s'adresser à Dieu, à sa très sainte mère, à leurs anges gardiens et à leurs saints patrons. Ainsi, la structure même du peuple a elle aussi été transformée d'une manière non moins spectaculaire, afin de rendre tout retour en arrière impossible ou très difficile. En effet, alors qu'en 1789, à la veille de la Révolution française, 55% des Français vivaient du travail de la terre, en 1955, les agriculteurs ne représentaient plus que 27% de la population active. En 2016, ces chiffres tombaient sous la barre des 2%. On peut dire que depuis un siècle, en France, le monde paysan assiste impuissant à la disparition d'une culture séculaire. La société rurale, faite de simplicité, de bon sens et de solidarité, a fini de s'étioler en quelques décennies dans l'indifférence quasi générale des Français, qui désormais, coupés de leurs racines paysannes, ne comprennent plus ce monde. Cette incompréhension, les agriculteurs la subissent. Ils se sentent méprisés et abandonnés d'une société qui ne comprend plus leur profession et les juge souvent sévèrement. Leur statut social s'est dégradé. Ils sont associés à la pollution des sols, de l'eau, des aliments, à la disparition des insectes et des oiseaux. On les soupçonne de maltraitance envers les animaux, d'utiliser des OGM, et peu de gens se soucient encore de la mort lente et programmée de cette profession dans notre patrie. En effet, dans un contexte de mondialisation, rares sont ceux qui admettent le danger pour une nation de ne pas être autonome au niveau de sa production de denrées alimentaires. Bien sûr, à première vue, la disparition de la France paysanne semble être le fruit d'un long processus entamé depuis des siècles. Pourtant, la réalité est sans doute plus complexe. Ce phénomène, nous allons le voir, s'est véritablement amplifié au XXe siècle. Car la France comptait encore 44% de personnes vivant de la terre au recensement de 1906, contre 55% en 1789, nous l'avons vu. L'agonie de cette France agricole, blessée à mort par le génocide paysan de la Première Guerre mondiale, fut précipitée par l'hémorragie de ses habitants qui fuirent vers les grands centres urbains en abandonnant leur mode de vie, leurs traditions et en renonçant à leur langue, dont on leur avait fait avoir honte. D'après l'INSEE, l'exode rural s'acheva en France vers 1975. Mais ce que ne disent pas les chiffres, c'est que la structure des populations rurales continua, malgré une stabilité numéraire, à se modifier. En effet, les habitants ruraux vivaient de moins en moins de la terre. La stabilité quantitative de ces populations résultait d'un nouveau phénomène, la périurbanisation. Ainsi, de plus en plus de citadins s'installaient à la campagne. Et ces nouveaux habitants gardaient un mode de vie urbain, ce qui accentua les bouleversements sociétaux dans les communes rurales jusqu'alors relativement préservées de l'influence du monde moderne. Ainsi, l'exode rural, la périurbanisation, l'industrialisation massive et la mécanisation de l'agriculture, combinées à la révolution des mœurs encouragée par Vatican II, achevèrent de détruire les structures familiales jusqu'alors très encadrées par l'Église, dans cette société rurale basée sur une agriculture vivrière autarcique à dimension familiale et catholique. À l'équilibre, à la mesure et à la continuité de la société ancestrale, les baby-boomers substituèrent la folie dévastatrice du productivisme et de la société de consommation. Ils laissèrent s'installer une société absurde, inconsistante, sans fondement, sans racines et sans futur. Une société qui se trouverait bientôt acculée au mur d'immondices qu'elle générait
et qui malgré ses incohérences s'imposait comme rêve ultime au peuple de la terre entière, qui abandonnait, les uns après les autres, leur spécificité, pour ne pas dire leur âme. Les fils de paysans avaient déserté les champs et les tâches ancestrales, rythmées par les saisons, pour aller travailler à l'usine et vivre en ville, tandis que les citadins fuyant le stress des villes avaient fait le chemin inverse pour trouver le calme rural. Ces échanges de population, l'avènement du matérialisme et de l'hédonisme, combinés à l'éclipse de l'Église et de la morale catholique, furent les causes évidentes d'une dénatalité sans précédent qui accentua un peu plus la désertion des petites exploitations rachetées par de plus grosses structures. De plus, à l'école, les fils d'agriculteurs furent désormais influencés par les préoccupations et les aspirations des enfants de citadins, et la perspective de la reprise de l'exploitation familiale apparut de moins en moins comme une évidence et de plus en plus comme un coûteux sacrifice. Ce changement des mentalités des territoires ruraux apparaît aujourd'hui très clairement comme un enjeu politique. On constate que les associations culturelles qui s'emparent du patrimoine populaire, langue, musique et danse traditionnelles, sont généralement des associations de gauche, subventionnées par l'État, qui mettent en avant tout ce qui est profane et relèguent aux oubliettes le patrimoine religieux, comme s'il n'avait jamais existé, ou pire, le transforment en folklore dépourvu de sens. Cette subversion, qui joue la carte de la fausse continuité dans la tradition, est particulièrement perverse. Mais au fond, quel est l'enjeu de cette politique de transformation de la population rurale? Signe tangible de ces profonds changements des campagnes et de leur mentalité, notons tout d'abord que l'influence urbaine fut palpable lors des élections sénatoriales d'octobre 2011. En effet, pour la première fois de l'histoire de la Ve République, le Sénat bascula à gauche, quand de nombreux départements ruraux traditionnellement ancrés à droite basculèrent à gauche, signe tangible du nouveau profil humain de ces territoires. On comprend dès lors la volonté politique d'uniformiser le territoire français en implantant en zone rurale des logements sociaux pour y installer des populations urbaines en difficulté et déverser dans les campagnes de la diversité culturelle. La loi Solidarité et Rénovation urbaine impose aux communes de plus de 3500 habitants, 1500 en Île-de-France, de disposer, d'ici à 2025, de 20% de logements sociaux, un taux relevé à 25% en 2014, excepté pour certaines communes lorsque la situation locale le justifie. Cette volonté politique a pour conséquence d'augmenter dans ces zones la proportion d'électeurs dont la sensibilité penche vers les défenseurs des droits sociaux, qui présentent ces droits comme des acquis intouchables, sans tenir compte du contexte économico-social, créant ainsi une forme de clivage entre les hommes du passé, pour qui la valeur morale du travail est une réalité ancrée dans un quotidien fait de devoirs, et une frange de la population française très au fait de ses droits, mais inculte au sujet de ses devoirs, pour aboutir à une situation inédite dans les campagnes, qui doit faire appel à de la main-d'œuvre étrangère pour les travaux des champs, dans un pays comptant, selon les chiffres officiels de 2018, presque 3,5 millions de chômeurs. Et les citoyens français ne disent rien. Ils se sont habitués à être dirigés par une classe politique corrompue. Ils ne comptent plus le nombre d'affaires judiciaires impliquant des élus véreux relaxés, sans avoir été inquiétés grâce à leurs relations. Pour comprendre cette corruption, on peut lire le livre Les Frères Invisibles de Ghislaine Auteneyer et Renaud Lecadre, publié en 2002, qui, sans condamner la franc-maçonnerie, la considère plutôt avec une certaine complaisance en déplorant qu'il y ait en son sein des brebis galeuses, mais dévoile tout de même un certain nombre d'affaires qui impliquent les loges maçonniques. Ainsi, on constate que les grands idéaux révolutionnaires présumés changer le monde sont portés par de médiocres arrivistes, plus préoccupés par leur ventre que par leur esprit. La fraternité maçonnique pousse à étouffer les affaires par tous les moyens, pour sauver les frères assez stupides pour se lancer dans des combines foireuses. Cette entraide a souvent été pratiquée,
sous tous les régimes. La scène la plus célèbre se déroule le 22 juin 1899, en pleine affaire Dreyfus, lors du vote d'investiture à la présidence du conseil de Waldeck-Rousseau. Dreyfusard et maçon, Henri Brisson appelle ses frères députés au secours. Il s'agit d'empêcher le retour au pouvoir des partisans de l'ancien président du conseil, Jules Méline, qui avait interdit aux enseignants maçons de prendre la parole en public pour réclamer la révision du procès du capitaine Dreyfus. Brisson accomplit ce geste qui paraîtrait incroyable de nos jours, le signe de détresse, qui consiste à placer les mains jointes au-dessus de la tête, face vers le ciel. En langage maçonnique, cela veut dire « il pleut sur le temple ». Autrement dit, danger. Aussitôt, les députés maçons portent secours à leurs frères et assurent l'investiture de Waldeck-Rousseau. Waldeck-Rousseau fut le fossoyeur des congrégations religieuses en France, par la loi sur les associations qu'il fit voter en 1901 et qui servit plus tard à faire passer les diocèses, paroisses et congrégations sous le même régime que les associations type 1901, avant d'être liées à l'affaire Dreyfus. Les raisons de cette consigne de vote sont sans doute intimement liées au projet politique que cet homme prolongeait et qui prenait source en loge avec Paul Bert, artisan de la première heure de la séparation de l'Église et de l'État. Il déclarait en effet en 1873 « Prenons patience, attendons que les lois sur l'instruction aient produit leur effet. Attendons que l'éducation des femmes soit délivrée des croyances religieuses et pendant ce temps, pressons la rupture avec l'Église par une série de mesures qui l'affaibliront graduellement. » Enfin, pour se faire une idée du danger pour la société d'avoir des francs-maçons au plus haut poste de l'État, voici un autre passage des Frères Invisibles qui en dit long sur l'éthique des francs-maçons. Simple flic, il n'est pas n'importe quel maçon. Député, grand porte-glaive de la Grande Loge nationale de France sur la Côte d'Azur, autrement dit adjoint au ministre de la police maçonnique. Bartoli consacrait beaucoup de son temps profane à consulter le fichier du STIC, système de traitement des infractions constatées, qui recense des millions d'auteurs et de victimes de délits. Son objectif ? Vérifier les antécédents des futurs adhérents de la province Alpes-Méditerranée de la Grande Loge nationale française, mais aussi étancher sa curiosité. Placé en garde à vue, Bartoli avoue avoir agi au nom de sa loge avant de se rétracter. Il existe un précédent. Alain Tadei, ancien inspecteur de la brigade financière de Nice et surtout grand porte-glaive de la province GLNF, le supérieur d'Alain Bartoli, continuait à fureter dans les locaux de la PJ alors qu'il n'avait rigoureusement rien à y faire. Au début du siècle, le Grand Orient avait lui-même provoqué la chute d'un gouvernement au moment de l'affaire des fiches. Les frères de l'obédience notaient les opinions politiques de la hiérarchie politique et militaire. En piratant le STIC, les maçons n'auraient fait que suivre une tradition séculaire. Les outils de l'État servent la franc-maçonnerie à tous les niveaux.